On l'a vu dans le journal, on va évidemment parler du budget, puisque le Sénat a entamé hier l'examen du texte. Et je le disais, on l'a vu dans le journal, Michel Barnier qui a commencé ses consultations et Marine Le Pen qui maintient la pression sur le gouvernement et qui maintient sa menace de censure. Est-ce que vous comprenez sa position ? Tout ça découle, disons-le, de la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale au soir des élections européennes. Et on s'est retrouvé peu de temps après avec une France plus fragmentée encore politiquement. Quelles que soient d'ailleurs les opinions des uns et des autres, la France est devenue aujourd'hui plus difficilement gouvernable. Si vous n'arrivez pas à avoir une majorité à l'Assemblée nationale, c'est plus compliqué pour préparer l'avenir. Force est de constater que par cette fragmentation, par cet émiettement, d'une certaine manière, la situation devient beaucoup plus compliquée. Je pense, et en tous les cas, moi je rends hommage à Michel Barnier, qui se colle à la tâche et qui tente effectivement de trouver une voie de passage. Elle est assurément étroite, mais nous devons être attentifs. Vous voyez, hier, nous passions dans l'hémicycle ce qu'on appelle le projet de loi de finances de fin de gestion. Simplement, la Grèce, qui était dans une situation délicate il y a moins d'une décennie, est en train de rembourser par anticipation les prêts qui l'ont aidé à réussir sa transformation. Eh bien, je crois que nous devons être très attentifs à éviter un accroissement et en tous les cas des difficultés nouvelles devant nous. La responsabilité de ce gouvernement, mais la responsabilité de la représentation nationale aujourd'hui, c'est de faire en sorte de trouver cette voie de passage dans une équation qui est quasi impossible. Vous parlez de la Grèce, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a dit qu'en cas de vote de censure, il y a le risque pour la France de se retrouver dans un scénario à la grecque. Vous partagez ça ? Non, on n'est pas à ce stade, et je ne souhaite pas évidemment qu'on soit dans la situation de la Grèce. C'est simplement pour appeler peut-être à davantage de responsabilité, à une forme de sursaut. Soit on pense qu'il ne sert à rien de faire des efforts, d'essayer de trouver, je le redis, des voies de passage, un équilibre pour permettre à la France de redresser ses comptes. Mais ce n'est pas redresser les comptes en comptable sourcilleux, c'est simplement parce qu'il nous faut absolument redresser notre situation financière pour redonner de belles et ambitieuses perspectives à notre pays. C'est aussi et d'abord pour les Français. Mais est-ce que pour vous, il y a un risque que la France se retrouve sans budget d'ici la fin de l'année ? Eh bien, écoutez, j'en serais navré. Nous, au Sénat, on s'efforce de préparer, je le redis, au mieux, en concédant les uns et les autres, je crois, une part de nos convictions pour, je le redis, trouver sur une ligne de crête la possibilité, pour les années qui arrivent devant nous, non seulement de redresser les comptes, mais également, je le redis, de donner de nouvelles perspectives ambitieuses pour notre pays. Et on va voir justement comment se sont passées les premières heures de l'examen du budget au Sénat. C'était à partir d'hier matin. Résumé de la journée d'hier avec Alex Poussard. Bonjour Ariane, bonjour Jean-François Husson. Bonjour. Et Alex, hier, les sénateurs et le gouvernement ont donc entamé la discussion sur le budget 2025 et le cœur des débats portait sur la fiscalité. Ah oui, on le rappelle, le budget porté par le gouvernement prévoit 60 milliards d'euros d'efforts financiers pour ramener le déficit de la France à 5% de sa richesse nationale en 2025. Et au sein de cet effort, il y a 40 milliards d'euros de baisse de dépenses et 20 milliards d'euros de hausse d'impôts. Mais le gouvernement défend des hausses d'impôts exceptionnelles et ciblées. Il faut que cette fiscalité soit ciblée. Ça signifie la limiter à certains contribuables à qui nous considérons qu'il est juste de demander un effort de solidarité. Il est juste de le demander aux ménages les plus fortunés, comme nous le proposons avec cette contribution minimale sur les hauts revenus à l'article 3. Il est juste aussi de le demander à certaines très grandes entreprises profitables, car ce sont aussi les entreprises qui ont pu bénéficier de la protection de l'État ces dernières années. Alors la majorité de droite sénatoriale soutient ces hausses d'impôts exceptionnelles et ciblées, même si les hausses d'impôts, ce n'est pas à la tasse de thé des sénateurs Les Républicains. Mais du côté des sénateurs de gauche, eh bien, ils veulent aller plus loin, notamment sur la taxation des plus riches. Écoutez cette sénatrice écologiste.
Suite à l'explosion des richesses et du patrimoine des plus riches pendant la crise sanitaire, nous proposons de mettre en œuvre la taxe conçue par l'économiste Gabriel Zucman qui vise à taxer à hauteur de 2% la fraction du patrimoine supérieur à 1 milliard d'euros. Patrimoine supérieur à 1 milliard d'euros. Oui, nous l'assumons. Cela touche 147 personnes qui, grâce à notre pays, ont pu accumuler ces richesses. Les premiers de cordée. Alors que la France est en difficulté, c'est à eux les premiers de montrer l'exemple. Une taxe sur les milliardaires qui générerait 16 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires. Elle avait d'ailleurs été votée par les députés, notamment les députés du Nouveau Front Populaire. Mais on le rappelle, le budget a été rejeté dans sa partie recettes et donc du coup dans sa globalité par l'Assemblée nationale. Donc c'est bien la copie initiale du gouvernement qui est examinée par les sénateurs. Jean-François Husson sur cette taxation exceptionnelle des plus fortunés. Pourquoi ne pas la rendre pérenne, durable sur les années à venir ? Parce que ce serait un mauvais signal envoyé. Je crois qu'il est juste et d'une certaine manière équilibré de proposer à celles et ceux, entreprises ou particuliers, qui ont davantage de moyens, mais ces moyens, souvent, ils sont aussi le fruit de paris, de risques, d'engagement. C'est parfois sur de belles histoires de capitalisme familial. Donc nous devons aussi reconnaître et construire un équilibre autour de la valeur travail, de l'apport que ces entreprises donnent pour le pays. C'est aussi souvent des entreprises qui ont beaucoup d'emplois et il ne faut pas décourager celles et ceux qui mettent le drapeau tricolore et qui font prospérer notre économie. Je crois qu'il faut faire attention, c'est comme l'écologie. Il faut faire attention à ce que les dispositifs fiscaux ne soient pas trop punitifs. Il ne faut pas décourager celles et ceux qui entreprissent, investissent, prennent des risques. Il faut, je pense aussi, avoir peut-être davantage de respect que d'une certaine manière de laisser entendre que ces Français, finalement, seraient des personnes qui seraient par trop attachées au profit. Derrière toute aventure entrepreneuriale, il y a aussi des femmes et des hommes qui prennent au quotidien des risques. Quel est votre avis sur ce qu'on appelle la taxe Zucman, c'est-à-dire seulement 2% sur le patrimoine des milliardaires au-delà d'1 milliard d'euros? Ça concerne 147 personnes, ça pourrait générer 16 milliards d'euros de recettes fiscales. Ça pourrait quand même être une bonne solution pour redresser nos comptes. Mais si vous voulez, ça paraît tellement simple, je le redis, quand vous expliquez qu'il y a, comme l'ont fait les écologistes, 147, on va dire, grandes fortunes auxquelles il n'y a qu'à demander un effort. Je pense que c'est, dans un premier temps, d'abord, faire fi, je le redis, des aventures et des parcours pour arriver à ce type de disposition. Et puis, il y a aussi des mesures qui sont prises dans le cadre du projet de loi de finances pour faire contribuer de manière, je dirais, plus large, tout en étant ciblées, bien évidemment, les entreprises, notamment à travers un impôt sur les sociétés ciblé d'une ampleur inhabituelle, puisqu'on revient quelque part au taux qui est l'ancien taux, c'est-à-dire 25 plus 8, 33%. Et hier soir, la majorité sénatoriale s'est divisée sur la fiscalité des retraités. Oui, car là, sur ce point, les sénateurs Les Républicains ont proposé d'augmenter les impôts des retraités en s'attaquant à un abattement fiscal de 10% sur leurs revenus dont ils bénéficient. La sénatrice Les Républicains Christine Lavarde proposait que les retraités puissent déduire de leurs revenus au maximum 2 300 € et plus 4 300, comme c'est le cas actuellement. Alors beaucoup de sénateurs de droite ont défendu cet amendement, mais pas leurs alliés centristes de la majorité au Sénat. Écoutez Olivier Henno. Nous avons débattu très longuement de la réforme des retraites. Je suis longuement et souvent intervenu. Et l'un des arguments que je répétais tout le temps, c'est que c'était indispensable de faire cette réforme pour préserver le pouvoir d'achat des retraités. Il me semble peu opportun à la première occasion de baisser ce pouvoir d'achat des retraités. Je trouve que ça suffit. Autrement, à un moment donné, on va basculer vers une forme de retraité bashing. Et vous savez, c'est Voltaire qui disait que en tout, l'excès nuit, donc point trop d'infos. Et donc, je voterai contre cet amendement. Je vous remercie. Et avec les voix de la gauche, les sénateurs centristes ont réussi à rejeter cet amendement. Jean-François Husson, vous l'avez défendu, cet amendement de Christine Lavarde. Pourquoi les sénateurs Les Républicains ont voulu augmenter davantage les impôts des retraités? Est-ce que c'est du retraité bashing, pour reprendre les mots d'Olivier Henno?
Bien évidemment que non, mais je rappelle les difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Je veux également dire que si on regarde avec objectivité les choses, les retraités ont aujourd'hui, évidemment en moyenne, un niveau de vie et ont eu des revalorisations d'un niveau, dans les temps récents, supérieur à l'ensemble des Français. Et donc, on essaie de travailler sur l'équilibre et la solidarité entre les générations. Je rappelle également que c'est le propre de notre système de retraite d'être un système par répartition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les actifs, et c'est normal, c'est hérité de la Deuxième Guerre mondiale, qui paient pour les retraités. Nous avons de moins en moins d'actifs. Nous avons de plus en plus de bénéficiaires, de pensionnés des retraites. Et sur ce sujet qui concerne ce qu'on appellerait anciennement les 10% frais professionnels, le dispositif date un peu. Et donc l'idée, en tous les cas, c'est d'abord de mettre le sujet sur la table. Je crois que c'est aussi important parce qu'on l'entend. Ça n'est pas évidemment 100% des retraités, mais un certain nombre nous disent qu'ils sont prêts à faire un effort. Et puis, vous savez, souvent, les retraités, ils pensent évidemment à eux, à leur bien-être, mais aussi à la deuxième génération qui arrive, à leurs petits-enfants. Et ils voient bien qu'on a besoin de continuer à construire un monde dans lequel il y a de la solidarité entre les générations. Les actifs, je le redis, qui sont de moins en moins nombreux, paient pour les inactifs. En tous les cas, ça met au moins... Ça pointe le doigt sur une difficulté. Nous aurons besoin, et à mon avis plus tôt qu'on ne le pense, de proposer une réflexion pour bâtir demain un dispositif où, à mon avis, à côté du système par répartition qui garantit la solidarité entre les générations et entre les Français, il faudra un système de capitalisation comme il existe, je veux le dire également, dans la fonction publique avec ce qu'on appelle une garantie de cotisation additionnelle obligatoire qui permet d'améliorer la retraite et notamment au bénéfice de ceux qui ont les plus basses rémunérations. Il y a une autre taxe qui fait débat, mais cette fois entre le Sénat et le gouvernement, c'est la hausse de la taxe sur l'électricité. Il y a une hausse de taxe du gouvernement qui ne passe pas au sein de la droite sénatoriale. C'est la hausse de la taxe sur l'électricité. Elle pourrait rapporter plus de 3 milliards d'euros dans les caisses de l'État, mais les sénateurs sont contre car ils estiment que cette hausse de taxe va frapper le pouvoir d'achat des Français et en plus une énergie qui est décarbonée en grande partie. Écoutez la sénatrice Les Républicains, Christine Lavarde. Comment convaincre les Français de poursuivre l'électrification des usages quand l'électricité se trouvera demain la source d'énergie la plus taxée à la tonne de CO2 émise? Malheureusement, cette orientation envoie un mauvais message aux consommateurs pour leur comportement de long terme. Et cette opposition à la hausse de taxes sur l'électricité est partagée par tous les sénateurs, y compris sur les bancs de la gauche. Jean-François Husson, le Sénat est contre cette hausse de taxes de l'électricité, alors que le gouvernement garantit dans le même temps qu'il y aura bien une baisse des tarifs de l'électricité en 2025 de 9%. C'est un bon compromis pour augmenter les recettes fiscales? Je ne pense pas que ce soit un bon compromis. Un bon compromis, c'est celui qui pose sur le moyen et long terme une trajectoire. Le gouvernement, pas celui-ci, mais je me rappelle, il y a 5 ans, on tournait le dos au nucléaire. Il fallait fermer Fessenheim. On aurait 50% à horizon 2035-2050 de production d'électricité d'origine nucléaire. Heureusement, et Dieu merci, la raison finit par l'emporter. Mais elle a fini par l'emporter d'abord en raison de la crise énergétique consécutive à la guerre que la Russie fait à l'endroit de l'Ukraine. Ce qui a mis sous les feux de l'actualité et finalement dans le quotidien des Français la nécessité de protéger ce pari audacieux, visionnaire qu'avait fait à l'époque le général de Gaulle, d'avoir un déploiement de l'électricité produite sur notre territoire, effectivement une énergie décarbonée dont on mesure aujourd'hui par les investissements qui ont eu lieu dans les années récentes de remise à niveau, ce qui a aussi coûté aux Français. Il ne faudrait pas qu'après avoir finalement consolidé et avoir payé un certain coût d'augmentation du prix de l'énergie, le facteur compétitif se trouve quelque part un peu subrepticement raboté par une forme de « et je ramasse la mise fiscale ». Non, je pense qu'en plus, toutes les capacités de production d'électricité nous permettent d'exporter. Donc non seulement il faut travailler à la sobriété et à la multiplicité des usages pour l'électricité
qui est la première des énergies utilisées sur tout le territoire national. Il y a donc vraiment une mesure de pouvoir d'achat et c'est une mesure finalement de respect de la parole donnée par l'État. Alex, sur les collectivités ? Oui, puisque le gouvernement demande 5 milliards d'euros, enfin demandait à la base 5 milliards d'euros d'efforts financiers aux collectivités locales. Les collectivités, c'est 20% de la dépense publique, 5 milliards d'euros sur 60 milliards d'efforts budgétaires au total. Ça peut ne paraître pas énorme, parce que la question se pose. Mais c'est trop, parce que, il faut le dire, un certain nombre, et depuis un certain temps également, au fil des ans, les collectivités se sont trouvées parfois avec récupérer des compétences nouvelles sans bénéficier des moyens de compensation que l'État aurait dû accorder aux collectivités. Et finalement, les collectivités, c'est la vie des Français au quotidien. Ce sont les élus à proximité qui cherchent, inventent, innovent, trouvent des solutions. Et pour cela, je crois qu'il y a deux sujets. Le premier, il est de se dire qu'il faut repenser le niveau de service et l'efficacité de ces services publics et parfois privés qui sont rendus au quotidien. Ce qui veut dire que nous allons avoir besoin, le Sénat a préparé le travail, il va appartenir au gouvernement de se saisir de ces travaux et d'autres sur une nouvelle étape de décentralisation. Il va falloir, je le crois, simplifier dans la multiplicité des intervenants. Il y a assurément de la redondance. Il faut donc simplifier, il va falloir clarifier. Et puis, je crois qu'il faut aussi se dire qu'il y a trop de strates de collectivités locales aujourd'hui ? Je pense que oui, de la même manière que parfois vous avez sur un certain nombre de dispositifs, de politiques, différents intervenants à tous les étages et à tous les niveaux. D'abord, ça ralentit l'efficacité de la décision, mais ça complexifie également les procédures et puis ça augmente les coûts. Je crois que nous devons être attentifs parce qu'à vouloir les uns et les autres exercer un bout de participation, de compétences ou de responsabilité, on perd dans la lisibilité, dans l'efficacité. Un dernier mot, est-ce qu'on sera encore à 60 milliards après le passage du texte au Sénat ? Moi, j'ai toujours dit que je partageais l'objectif de ramener le déficit à 5%. Je le dis, c'est un effort énorme, inédit, c'est du jamais vu sous la Ve République. Mais hier, Laurent Saint-Martin, il nous disait 5%, si c'est 5,1, c'est pas très grave. Vous partagez ça ? Moi, j'ai toujours partagé l'objectif et je n'ai jamais garanti que j'en faisais l'alpha et l'oméga incontournable. Je le redis, 60 milliards, c'est énorme, c'est inédit. Donc, il faut tenir une ligne d'équilibre entre les efforts qu'on demande et la capacité aux Français de les supporter sur un temps aussi court. Donc on est vraiment, je le redis, sur une voie étroite, sur le fil du rasoir, et il nous appartient de prendre toute la mesure de cet effort exceptionnel, mais qui, je pense, et je l'espère surtout, va nous permettre déjà non seulement de souffler un peu, mais de redonner ces fameuses perspectives prometteuses que nous devons à notre pays. À tout à l'heure, Alex. À tout à l'heure, on parlera de la popularité d'Emmanuel Macron qui continue de chuter alors que celle de Michel Barnier augmente. Ce sera à suivre dans le club. On va chez vous. Jean-François Husson, on va à Nancy. On retrouve Mickaël Demot. Bonjour Mickaël, merci beaucoup d'être avec nous, directeur départemental de l'Est républicain en Meurthe-et-Moselle. Mickaël, hier c'était la session du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et les économies demandées aux collectivités justement ont été au cœur des débats. Oui, bonjour Jean-François Husson. Hier, ils ont parlé de transport public et vous avez beaucoup parlé de budget depuis tout à l'heure. La question est très simple. Pour les familles modestes, les élus de Meurthe-et-Moselle, donc la majorité de gauche, agitent le chiffon un petit peu rouge en disant si on nous demande tous les efforts qui seraient demandés actuellement, on va devoir mettre fin à la gratuité du transport public pour les familles modestes. Alors, est-ce que c'est un coup de com' des élus de gauche de Meurthe-et-Moselle ? Ou alors, il va falloir aussi que les familles modestes comprennent ou agissent dans le sens de l'effort national. Bonjour Mickaël Demot. Deux éléments de réponse. D'abord, la gratuité, ça veut dire que c'est un service qui est payé par d'autres. Parce qu'il n'y a pas de service gratuit. Et puis, je m'emploie, la majorité sénatoriale s'emploie aux côtés du gouvernement à amoindrir l'effort qui est demandé aux collectivités territoriales.
J'ai rencontré un certain nombre de conseils départementaux. Je suis allé dans l'Aisne, je suis allé en Gironde. Je me suis même entretenu avec la présidente départementale du conseil départemental, avec le voisin dans la Meuse. Donc nous prenons toute la mesure, mais je voudrais aussi dire que chacun doit raison garder. Il n'y a pas si longtemps, des efforts beaucoup plus importants avaient été demandés aux collectivités sans que les mêmes collectivités aujourd'hui, je pense au conseil départemental, ne manifestent, et même au contraire, le même appel à la prudence et à la raison. Et puis, Michael, c'est bientôt la Saint-Nicolas et Noël. On sait que c'est très important, évidemment, dans l'Est. Et à lire dans votre journal un dossier sur les sapins de Noël. Oui, on fait un dossier ce matin sur les sapins de Noël dans le cadre effectivement de cette Saint-Nicolas qui a lieu à Nancy le 7 décembre. Alors le dossier peut paraître un peu léger comme ça, mais ma question est très simple, Jean-François Husson. Derrière cette question du sapin, à Bordeaux on en avait beaucoup parlé il y a quelques années. Ma question est simple, est-ce que en 2026 et 2027, cette question environnementale sera au cœur des débats ou pas, en raison de la présence de Trump, du contexte international et du contexte aussi national? Qu'en pensez-vous? Non, je pense qu'il est des traditions festives que nous devons préserver. D'abord, en Lorraine, la Saint-Nicolas est un moment identitaire fort. C'est l'histoire de la Lorraine. Et je veux saluer notamment ce qui vient de se passer avec un spectacle assez exceptionnel qui a eu lieu dans la basilique à Saint-Nicolas-de-Port, où le maire, conseiller départemental d'ailleurs, et c'est un clin d'œil plutôt sympathique, Luc Bensinger, a finalement monté un spectacle avec un Lorrain d'origine, Damien Fontaine, qui a ravi les spectateurs qui sont venus de partout et qui sont un moment de fierté. Et puis, les fêtes de Noël, heureusement, je le crois, le sujet des fameux sapins de Noël, c'est plutôt un sujet qui est derrière nous. Et là encore, je vais faire un autre clin d'œil. Le fameux sapin de Noël qui vient chaque année, en général des Vosges, où des particuliers offrent à la ville de Nancy le sapin de Noël qui trône sur la superbe place Stanislas. Merci beaucoup, merci Michael Demeaux. Nancy, l'hypercentre au bord de l'indigestion. C'est à la une de l'Est républicain ce matin. Et merci beaucoup Jean-François Husson d'avoir été notre invité. On suivra bien sûr les débats budgétaires. On espère que vous viendrez nous voir à l'issue de ces débats mi-décembre. Merci beaucoup Jean-François Husson d'avoir été notre invité.